Je me présente Isabelle Desjardins, je suis vétérinaire spécialiste en médecine interne des équidés et je travaille à VétaGrossup, école vétérinaire de Lyon. Et donc le sujet, d'aujourd'hui est le cushing ou le DPIH et on va aborder, 3 portions pour cette maladie, tout ce qui est signes cliniques, le diagnostic et la prise en charge. Alors, le tableau clinique, vous allez voir qu'il y a une partie, visible et une partie invisible. Et pour commencer, je voudrais vous rappeler ce qu'on appelle le vieillissement physiologique. Les chevaux, tout comme les humains, ne sont pas égaux devant le processus de vieillissement, mais vous voyez qu'à âge égal, on peut avoir, des chevaux qui, ont l'air, jeunes et pimpants, comme avoir des marques de vieillissement, beaucoup plus sévères, avec notamment une perte de masse musculaire et les muscles qui fondent aussi au niveau de la tête, avec les salières qui se creusent et ça donc c'est parfaitement physiologique. En fait, quand on est en bonne santé au niveau des cellules, on a un équilibre parfait entre ce qu'on appelle les radicaux libres et un système antioxydant qui nous permet de résister à l'altération et aux attaques de nos différentes cellules. Il se trouve que quand on vieillit, il y a un déséquilibre qui se fait en faveur des radicaux libres et en défaveur du système, antioxydant. Et ça, en fait, ça va générer ce qu'on appelle un stress oxydatif au niveau des cellules et un phénomène de sénescence, donc de vieillissement. Et tout ça, vous le savez, hein, pour toutes les espèces, c'est à l'origine de dégénérescence cellulaire, de moindre performance du système immunitaire et d'un état pro-inflammatoire en fait assez permanent, même s'il évolue à bas bruit. Et c'est la raison pour laquelle quand on a des populations vieillissantes, on a, beaucoup plus de problèmes de santé, des infections, des cancers, et autres anomalies, endocriniennes et métaboliques. Alors en ce qui concerne le cheval, ce phénomène de stress oxydatif sur l'animal vieillissant, il va particulièrement toucher une population de neurones au niveau de l'hypothalamus, qui est une glande située dans le cerveau. Et le rôle de cet hypothalamus, c'est de freiner par une libération de médiateurs chimiques, la production en fait hormonale de l'hypophyse, une petite glande qui est située juste au-dessous. Alors je ne sais pas si vous voyez sur le schéma, ce sont des coupes histologiques d'hypophyse et en fait la pars intermédiaire, donc la partie intermédiaire de l'hypophyse qui nous intéresse, quand il y a plus de contrôle hypothalamique, bah, elle se met à grossir et c'est ce qu'on appelle une hyperplasie fonctionnelle parce que non seulement elle grossit, mais en plus elle va libérer, en excès tout un tas de peptides, dont ce qu'on appelle les pro-opiomélallocortines, hein, les POMC. C'est un nom un peu compliqué, mais vous voyez, c'est un grand peptide qui après va subir un clivage par des enzymes pour produire et libérer différentes enzymes, dont l'ACTH, hein. Et cette ACTH, on la connaît bien parce que physiologiquement, c'est une hormone qui agit sur les glandes surrénales pour produire l'hormone de stress ou le cortisol. Alors dans le cadre du DPIH, attention, on a une altération du métabolisme du cortisol. Par contre, on n'a pas d'augmentation du cortisol, hein. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu paradoxal. Ça veut dire que l'ACTH qui est libérée, elle n'est pas très active sur le plan biologique, donc elle ne va pas permettre une stimulation maximale des surrénales et donc une hyperproduction de cortisol. Donc cette maladie, elle est dite neurodégénérative et vous comprenez pourquoi on emploie moins le terme de Cushing, mais qu'on parle plutôt, en langage scientifique, de dysfonctionnement de la pars intermédiaire de l'hypophyse. Alors qui est concerné? En moyenne, les chevaux, de 15 ans et plus. Alors je dis chevaux, mais il y a aussi les poneys, les ânes, les mules et les zèbres avec, quelques cas, sporadiques qui ont été rapportés et cette maladie est décrite dans le monde entier. Quelle est l'évidence clinique? Qu'est-ce qu'on voit, sur le terrain en tant que vétérinaire et vous, potentiellement sur vos chevaux âgés? Il y a des choses, c'est des modifications qui sautent aux yeux. Déjà ce qu'on appelle l'hypertrichose. Regardez cette jument, elle a un poil long et bouclé qui couvre tout son corps, quelle que soit la période de l'année. Donc c'est ça qu'on appelle hypertrichose. Il y a aussi une sudation, souvent généralisée qui est associée, alors soit associée à ce gros poil, qui tient chaud ou alors pour d'autres raisons.
On a aussi cette forme d'abdomen qui se modifie. Alors c'est pas un gros ventre, on va dire ballonnement sur les côtés, mais c'est vraiment cet aspect, penduleux ou pendulaire. Et enfin, ça c'est pas rencontré systématiquement, mais il y a un phénomène de dégénérescence du collagène qui peut, atteindre, les ligaments suspenseurs des boulets, qui fait que chez certains chevaux, on a cette descente de boulets qui est très, très sévère. Pour info, regardez, ça c'est une image prise dans un article sur un cas de «cushing» entre guillemets sur un zèbre et là sur une mule. Donc vous voyez que les modifications de pelage sont un petit peu différentes. Alors, les signes cliniques moins visibles, quels sont-ils? Il y a déjà un retard de mue. Si on observe ce poney, on est au printemps, et il y a quand même sur, un poil qui est quand même globalement trop fourni avec des plages, vous voyez, encore plus épaisses. On dirait que, il y a, une altération de ce phénomène de mue, donc il est retardé et il y a des plages de poils persistants. L'autre signe d'appel, ce sont, ce qu'on appelle le gonflement supraorbitaire, donc c'est au niveau des salières, c'est tout mou, c'est tout gonflé et il y a d'autres signes qui sont un petit peu plus subtils, comme le retard de cicatrisation des plaies. Au lieu de cicatriser bien et vite, bah, ça prend vraiment du temps. Les foyers infectieux, alors je vous ai mis 2 exemples particulièrement fréquents. Ici, vous avez un abcès de pied qu'on vient de drainer, donc les abcès de pied à répétition et puis des dermatites bactériennes, qui sévissent le plus souvent, au niveau, des creux de pâturon. Quelque chose qui est un petit peu plus difficile à objectiver, c'est une prise de boisson, qui est, on va dire anormalement élevée. On appelle ça une polydipsie. Et puis il y a d'autres signes, mais qui sont pas spécifiques, c'est-à-dire qu'on pourrait les rencontrer dans d'autres situations. Les pieds cerclés en font partie. Je vous ai mis ici, une photo de pieds, cerclés sur un poney et ça va avec un phénomène de fourbure chronique, donc c'est pas spécifique du DPIH. Il y a également l'infertilité femelle. Alors les juments et les poneys ne sont pas, systématiquement laissées à la reproduction quand elles sont âgées, donc ça fait partie des critères difficiles à évaluer. On a déjà parlé de la fonte musculaire dorsale et généralisée, vous voyez bien marqué sur ce cheval ici. Et puis, la dépression, alors dépression, c'est dit au sens tempérament beaucoup plus calme, altération en fait, du comportement au sens large et ça, c'est pas toujours facile à apprécier même quand on, connaît bien son cheval. On a ensuite, des signes qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence et ou peu détectables. Je commencerai par, rappeler ce que c'est qu'une infection, silencieuse. Ça veut dire qu'il y a un foyer infectieux, mais en fait, il ne s'exprime pas cliniquement. Pour illustrer ceci, je vous ai mis, la radiographie de thorax d'un cheval atteint de DPIH avec une magnifique pneumonie bactérienne, hein, qu'on objective sur la radio. Ça, c'est une radio, normale de la même région pour vous montrer la différence et en fait, le cheval n'a pas de toux, n'a pas de jetage nasal et n'a pas de fièvre. Néanmoins, il y a une auscultation qui est très modifiée, une respiration qui est pas normale et on détecte ce foyer infectieux. Il y a également ce qu'on appelle un état prédiabétique associé à la maladie. Alors, on devrait plutôt dire insulinorésistance, parce qu'il y a une insuline normale qui est produite, mais les récepteurs ont des difficultés à fonctionner normalement, ce qui fait que le métabolisme des sucres et des lipides va être modifié avec une redistribution des graisses. Et puis, il y a des petites choses qu'on peut vraiment détecter. Donc, c'est détectable, mais il faut un examen assez attentif. C'est la présence de poils plus longs, donc ce qu'on appelle des poils de garde, qui vont persister au niveau notamment des sillons jugulaires, hein, entre l'auge et le sillon jugulaire, au niveau des coudes, au niveau de la face palmaire des canons, comme sur ce cas ici. Alors bien entendu, il y a un effet saison, il y a un effet race rustique ou pas, il y a un effet climat, ça dépend si vous vivez à la montagne, en région froide ou pas. Mais globalement, ces poils-là, c'est pas normal de les voir, on va dire en fin de printemps et en été. Donc, vous l'avez compris, notre capacité de détection clinique, elle est vraiment variable. C'est une question d'expression clinique. Tous les équidés ne vont pas exprimer les choses de la même façon et on peut avoir 1 à 12 signes d'appel qui vont être exprimés simultanément. Il y a aussi une question de spécificité de signes cliniques. On en a parlé. Est-ce que, par exemple, des pieds cerclés avec de la fourbure, ce serait pas plutôt un signe d'appel de syndrome métabolique équin? Est-ce qu'une fatigue et un amaigrissement, ça peut pas être plutôt du parasitisme, tout simplement? Et puis enfin,
Il y a aussi une question de précocité, d'évolution de la maladie. Au tout début, c'est une phase précoce, il y a peu de signes d'appel et ces signes vont devenir de plus en plus évocateurs au fur et à mesure que la maladie évolue. On a tendance en médecine vétérinaire à utiliser ce qu'on appelle des scores pardon, cliniques pondérés. C'est-à-dire qu'on va attribuer des points à certains symptômes, sachant que plus ils sont spécifiques de la maladie et plus, il va y avoir de points et ça nous permet d'avoir des évaluations objectives, en fait, de l'état clinique de l'animal. Nous allons passer à la phase de diagnostic. Donc comme vous l'avez, compris tout à l'heure, la pars intermédia se met à produire cette hormone, la CTH, qui est biologiquement peu active. Donc on se sert de ça pour, faire des dosages sanguins, on appelle ça l'ACTH basal et ça, c'est vraiment un outil, précieux pour, on va dire, essayer de confirmer le diagnostic de DPIH. Au cours de ces dernières années, il y a eu énormément de recherches, sur ce paramètre parce que, en fait, l'interprétation, vous allez voir, n'est pas si aisée. Déjà, la CTH, chez un individu, même jeune, physiologiquement tout à fait normal, va être soumise à des variations saisonnières. Ça, c'est une courbe, de dosage d'ACTH dans une population de chevaux, âgés, donc normaux et atteints, de Cushing, entre guillemets, que nos confrères, en Grande-Bretagne ont publié et vous voyez les variations, en fait, en fonction des saisons. Il y a un pic physiologique de production au moment de l'automne et ça, il va falloir en tenir compte absolument. Donc doser, effectivement, c'est facile, mais quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté pour l'interprétation? Alors je vous mets juste des petits, rappels, hein. Quand on veut, en fait, éprouver un test dans une population pour faire un diagnostic, sur des malades, on peut utiliser ce qu'on appelle, la courbe de Gauss. Ça veut dire que voilà le paramètre, la moyenne obtenue dans la population, malade et on a un intervalle comme ça qu'on peut considérer. Donc on peut dire, bah, dans cet intervalle de référence, voilà les malades et tout ce qui est à côté, bah, ils sont malades, mais on va avoir du mal à les détecter. Donc vous voyez déjà la limite, en fait, des intervalles de référence. Donc après, on peut aussi dire, bah, on va essayer de fixer une valeur seuil. Donc voilà 2 diagrammes en boîte à moustaches avec des non malades et ici des malades et vous voyez que, on peut dire: «Bah, tiens, on va fixer notre valeur seuil ici». Si on la fixe trop bas, on va détecter, on va penser que des animaux indemnes sont malades et si on met trop haut, on va passer à côté, de, malades de DPIH et donc cette valeur seuil, il va falloir l'adapter en fonction des situations et vous allez voir que, ce n'est pas toujours si facile que ça. Il y a quand même un élément qui est essentiel et qui se comprend très, très bien, c'est qu'il faut bien choisir les candidats pour faire le dosage d'ACTH. Pourquoi? Regardez, ça, on va prendre, une maladie avec ce qu'on appelle une prévalence faible. Ça veut dire que les ronds rouges matérialisent des chevaux malades, les ronds bleus, ils ne sont pas malades et voilà une population prise au hasard dans laquelle la maladie a une prévalence élevée, donc il y a beaucoup plus de points rouges. Si je pioche au hasard un petit individu dans cette population-là, vous voyez que la chance pour que je tombe sur des malades, elle est quand même très faible. A contrario, si je pioche au hasard un cheval pour le tester dans une population où, il y a une forte prévalence, là, j'ai beaucoup plus de chances de l'identifier et donc ça, c'est un message extrêmement important. Il faut doser l'ACTH chez des chevaux âgés avec des signes cliniques suggestifs. Je reviens au diagramme de tout à l'heure qui vous montrait la concentration CTH basale, hein, dans une population, saine et dans une population de chevaux entre guillemets «à Cushing» avec notre barre de valeur seuil. Vous voyez qu'au-dessus de la barre, chez les, chevaux qui ne sont pas malades, il reste une petite population. Elle est pas très nombreuse, mais ça va être des faux positifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une ACTH élevée alors qu'ils ne sont pas malades et à contrario, dans la population des chevaux Cushing, on peut avoir une petite proportion, qui vont avoir une ACTH normale, selon notre valeur seuil et qui en fait, sont malades. Donc voilà, ça c'est aussi c'est quelque chose qui est inhérent à tout test diagnostique.
Et dans ces dernières années, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour essayer de déterminer tous les paramètres qui pouvaient faire varier cet ACTH basal. Eh bien, vous voyez que la liste est longue. Il y a pas seulement la saison. On en est même maintenant, toujours pareil chez nos collègues en Grande-Bretagne, à déterminer, des intervalles et des valeurs seuil en fonction du mois et même de la semaine pour interpréter. Il y a les féraces. Sachez que les ânes, par rapport aux chevaux et poneys, et que certaines races de poneys rustiques ont, de façon basale, une ACTH qui est beaucoup plus élevée que les autres et c'est physiologique. Le stress, la douleur, le fait d'être à jeun, des maladies sévères, un transport, tout ça, ça peut avoir une influence sur la CTH. Ça veut dire que dans les recommandations, il est hyper important déjà de faire ce prélèvement sanguin avec votre vétérinaire sur un cheval qui a été préalablement nourri. Ça ne sert à rien de le stresser en lui coupant sa nourriture et il est vraiment conseillé de reporter le dosage si vous avez un stress aigu, un transport récent, je dirais dans la journée, une phase de fourbure douloureuse, aiguë ou alors une autre source de douleur comme des coliques. Enfin, si votre cheval est alors débilité ou assez malade avec pas mal de foyers infectieux, parce que forcément, ça va altérer l'interprétation du test. Alors, il y a des calculs statistiques qui ont été faits, hein, c'est bon, c'est pas très savant, mais en fait, le but était, de savoir quelle était la précision de ce test d'ACTH basal. C'est finalement, c'est quoi son succès à déterminer si on a des malades ou des chevaux indemnes? Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que, vous voyez, cette étude a été faite sur l'automne versus les autres mois, donc variation, augmentation physiologique versus pas d'augmentation et avec 3 catégories. Ceux qui ont, peu de signes cliniques, d'autres des signes cliniques, on va dire, c'est un peu suspect et puis d'autres des signes cliniques très évocateurs. Et vous voyez que, en fait, la performance du test, elle est particulièrement bonne en automne. Mais, le message que je voulais vous faire passer, c'est que, en fait, si l'ACTH basale est dans les valeurs de référence, eh bien, ça a aussi pour nous une grande, importance parce que ça nous permet, avec une grande précision, d'exclure la maladie. Donc on n'est pas toujours dans une démarche de confirmer la maladie, on peut être aussi, dans une démarche de l'exclure et ce, en fonction, des signes cliniques qui ont été observés sur l'animal. Donc finalement, le rôle du vétérinaire, ça va être vraiment, de tenir compte de tous ces paramètres et d'évaluer la probabilité individuelle pré-test, d'évaluer aussi l'index de suspicion clinique sur votre cheval, exclure d'autres causes pathologiques et puis interpréter les résultats à la lumière de tous ces facteurs de variation. Encore une fois, une valeur seuil unique pour interpréter la CTH, c'est totalement irréaliste. Alors quand je vous dis interpréter à la lumière de la clinique, je vous ai mis un petit exemple. Voilà une jument de 24 ans, on est au mois de mai, vous voyez qu'elle a typiquement des plages de poils, persistants qui sont complètement anormaux, donc c'est une hypertrichose régionale et sa valeur d'ACTH basale est dans les valeurs de référence. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la clinique prime et que cette jument a plusieurs signes très suggestifs de DPIH et que si on veut une confirmation hormonale, eh bien, on va doser l'ACTH à nouveau au moment de l'automne pour confirmer. Alors votre vétérinaire fera sûrement appel à d'autres, outils diagnostiques. Le bilan sanguin, hématologique et biochimique, il y a des modifications. Encore une fois, elles ne sont pas du tout, on va dire, spécifiques ni typiques du DPIH. Il y a des tests, hormonaux qui, sont, disponibles en école vétérinaire et clinique de référence qui sont un petit peu plus sensibles. Donc on dose aussi la CTH, mais après avoir stimulé l'animal par une injection d'une hormone qui s'appelle la TRH. Voilà. Donc c'est un usage un peu limité, puisque tout le monde n'y a pas accès. Il y a en développement des dosages hormonaux, hein, dans le domaine de la recherche pour essayer d'être encore plus, précis et fiable sur le dépistage précoce de la maladie. Et puis, que cela nous a appris, c'est que toute l'année, ces chevaux-là vont produire des poils, des nouveaux poils. Donc, vous voyez, là, il y a un exemple d'un poil en phase anagène. Il y a une croissance continue de ces poils et surtout, ils ont une mue, c'est-à-dire une perte de poils qui est complètement inappropriée en hiver et en été. À un moment donné, on ne devrait pas perdre ces poils. Donc pour ce qui concerne la prise en charge de la maladie, tout le monde connaît le traitement médicamenteux spécifique, mais j'insiste sur le fait que c'est une prise en charge globale, de l'équidé qu'il faut assurer.
Le traitement médicamenteux spécifique, c'est le Pergolide. Vous connaissez, il y a plusieurs spécialités, hein, qui se donnent par voie orale. C'est un traitement à vie et qu'il faut donner une fois par jour. Alors la façon dont ça se passe, c'est que le dosage va être établi en fonction du format du cheval et aussi du stade de la maladie, on essaye d'instaurer, cette thérapie, on va dire, assez progressivement. Donc à part quelques effets secondaires, qui sont rapportés, qui ne touchent pas tous les chevaux, hein, des petites pertes d'appétit, coliques spasmodiques et ou, crottin bouseux, on peut avoir une amélioration clinique vraiment visible en, 4 à 8 semaines et je vous laisse apprécier, cette galerie de photos de Intake Vets où, en fait, on voit la transformation de ce cheval qui avait une hypertrichose généralisée et qui, à la fin, a, quasiment un physique de jeune homme. Et très important, il a été montré que le pergolide améliorait le taux de survie, hein, moins de foyers infectieux notamment, donc moins d'euthanasie pour ces motifs-là. Il y a des alternatives médicamenteuses qui sont proposées. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Je pense que le plus prometteur est ce qu'on appelle la cabergoline, injectable et là, ce sont encore nos collègues du Royaume-Uni qui font des recherches là-dessus. On n'a pas encore assez, d'études pour vraiment, conclure si c'est une alternative valable au pergolide, mais c'est vrai que comme c'est une forme longue action, ce serait l'intérêt de pouvoir, le donner, l'injecter une fois par semaine. La forme injectable n'est pas disponible en France, donc pour le moment, c'est pas quelque chose que nous pouvons considérer. Il y a 2 autres molécules qui sont la bromocriptine et la cyproheptadine dont vous avez peut-être entendu parler et là, des études ont montré qu'elles n'étaient pas efficaces et ou alors que l'efficacité était questionnée. Donc, attention. En termes de phytothérapie, il y a beaucoup, on trouve beaucoup de compléments alimentaires sur le marché qui, contiennent la baie du gâtillier ou le poivre des moines et en fait, là, il y a plusieurs études américaines qui ont été faites, qui ont montré qu'il y avait pas en fait d'efficacité, et qu'on pouvait pas l'utiliser comme substitut au pergolide, même dans les cas précoces, que ça ne diminuait pas la surproduction de l'hypophyse et qu'il y avait aucun intérêt à le combiner au pergolide. Et quant à l'homéopathie, c'est impossible de répondre car il n'y a aucune étude officielle, qui ait été faite jusqu'à présent. Dans la prise en charge globale, outre le traitement médicamenteux et en fait même avant le traitement médicamenteux, c'est extrêmement important d'avoir des évaluations vétérinaires attentives pour le dépistage des complications infectieuses qui peuvent vraiment en fait, évoluer de façon sournoise et conduire, en fait à l'euthanasie de l'animal ou à une dissémination en fait des foyers infectieux. Donc, bien surveiller, la dentition pour vérifier l'absence d'abcès, de périodontite, bien vérifier aussi qu'il n'y a pas de pneumonie, de sinusite, de dermatite, de parasitisme, récurrent. Et donc il y a vraiment ce suivi à faire, on va dire de façon, régulière et attentive. Il y a, l'examen par, le maréchal, l'examen des pieds aussi qui est important. Dans les petits soins, j'évoque la tonte parce que, un cheval qui est en hypertrichose, il a tendance à suer beaucoup et en fait, il va prendre froid et ça a vraiment été identifié que ce gros poil tout le temps trempé, c'était un facteur, favorisant l'apparition des pneumonies. Il faut continuer à vermifuger, vos chevaux parce qu'ils ont tendance à être beaucoup plus parasités quand ils sont atteints de cette maladie, et donc sur base de coproscopie, de suivi coproscopique, c'est l'idéal. Il faut continuer aussi à les vacciner. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a pas besoin d'être protégé, et donc le parage, on en a déjà discuté. L'adaptation nutritionnelle, alors évidemment ça paraît évident, mais sur les animaux vieillissants, leur table dentaire peut être complètement rase et donc il faut vraiment adapter en fait la dureté de l'aliment, la longueur des fibres, à l'état de la table dentaire. Et puis vous vous souvenez qu'ils ont quand même des petites difficultés ces DPIH à métaboliser le sucre, et donc il faut limiter l'apport en sucre. Donc pas de complémentation de granulés ou en céréales, sauf si vraiment il y a une perte d'état significative. Et puis bien sûr, quand il y a de la fourbure et ou que le DPIH est associé à un syndrome métabolique, à ce moment-là, il faut limiter, voire, complètement faire disparaître l'accès à l'herbe, particulièrement au printemps et en automne. Je ne vous apprends rien, c'est les époques que l'herbe est extrêmement riche en hydrates de carbone. Pour ce qui est du monitoring, du traitement,
Comment on s'y prend? Avant tout, c'est la réponse clinique que vous pouvez évaluer avec votre vétérinaire entre 1 et 3 mois post, début de traitement. Pareil, on utilise de façon, pour avoir des idées plus objectives, des scores cliniques, pour voir si, le score chiffré du cheval diminue, au cours du temps et je vous conseille vraiment de prendre des photos séquentielles régulièrement de profil du cheval ou du poney dans son entier pour évaluer les masses musculaires, le poil, la mue et évaluer par rapport aux autres chevaux qui sont présents sur place s'il y a des différences, en fait. Ça, c'est vraiment très utile et puis pour adapter la dose de pergolide, là, c'est une grande question et c'est pas très facile d'y répondre. Ce qui compte encore une fois, c'est l'amélioration clinique du cheval et la façon dont ils tolèrent le traitement. Mais il faut vraiment, être méfiant et critique vis-à-vis des suivis endocriniens et notamment du dosage de la CTH basale. Je vous ai représenté ici, sur ce schéma, en fait, la proportion de chevaux, traités avec du pergolide pour lesquels la CTH se «normalise» entre guillemets. Vous voyez, c'est cette portion-là, donc c'est comme une majorité des cas. Mais attention parce que pour, quasiment un quart de l'effectif, on va avoir une ACTH qui diminue, mais qui reste dans les valeurs trop hautes, entre guillemets, et puis d'autres chevaux qui répondent cliniquement, mais qui ont un dosage d'ACTH qui va rester complètement élevé. Et donc, c'est pas sur cette base seule, c'est-à-dire on ne traîne pas une prise de sang, il faut vraiment considérer le cheval et son évolution clinique dans son ensemble. Voilà, donc je vous dirais que les 3 points à retenir pour cette maladie, c'est que c'est une maladie d'apparition progressive avec des signes cliniques qui vont être variables en fonction des individus, et qu'il faut vraiment s'atteler à détecter des signes, on va dire évocateurs, même discrets, que l'interprétation du dosage de la CTH basale, bah, ça demande un peu de finesse et qu'il faut parfois aussi combiner avec d'autres examens complémentaires. Donc vous, en tant que propriétaire, sur vos chevaux qui sont un peu vieillissants, pour détecter précocement la maladie, je vous conseille vraiment de prendre des photos chaque année, particulièrement au moment de la mue printanière, mai-juin, de rechercher des poils longs persistants, et d'évaluer l'intensité de la perte de poils juste en passant votre main sur la croupe de l'animal, particulièrement en été ou en hiver, pour voir s'il y a, une mue qui n'est pas adaptée. Je vous ai mis ici, les photos d'un poney qu'on a suivi, sur plusieurs années. Vous voyez, la transformation physique et du pelage, entre 2020 et 2022. Et puis enfin, dans le cadre du diagnostic du DPIH, n'oubliez pas que le traitement n'est pas seulement médicamenteux, mais que les petits soins et la gestion des foyers infectieux sont d'une grande importance. Voilà, bah, écoutez, merci pour votre attention. Je vous ai mis quelques références si vous voulez en savoir plus sur cette passionnante maladie.